Et salut les terriens. Bon, tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances car nous sommes déjà fin août et la reprise pour certains arrive sans doute un peu trop vite. Mais pas de panique, nous vous avons concocté un petit tour d'inspection comme vous les aimez, avec vous allez voir des nouveautés qui risquent de nous occuper encore un certain temps, à l'image de cette V2 du Starship avec le prototype S33, un deuxième étage qui annonce déjà la couleur et semble à lui seul déjà incarner plusieurs années de développement de la fusée. En effet, en tant que digne héritière de la V1 et du tout premier Starship, le fameux Star Hopper, cette V2 montre un design plus épuré, mais aussi, vous allez le voir, une blessure de guerre qui lui donne de l'allure. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on décolle pour Boca Chica. Alors attention, pour ceux qui sont arachnophobes, je vous conseille de fermer les yeux pendant 30 secondes dès maintenant. Ok, c'est bon? Alors je ne sais pas si Zach Golden lui aussi est arachnophobe, mais quand je suis tombé sur ce post, j'ai compris que si sa vidéo façon Deep Dive est gorgée d'explications techniques de toutes sortes sur le programme du Starship tardait tant à être publiée, ce n'était pas pour rien. En effet, ce n'est pas simple de travailler quand on sait que dans son propre studio, des araignées énormes se baladent. Du coup, eh bien, depuis qu'il a filmé La Bête, forcément il s'est fait charrier par ses collègues de travail qui ont cru bon d'enfoncer le clou en lui glissant une gigantesque et fausse araignée cette fois-ci dans son pick-up. Bon, ça a dû beaucoup les faire rire, enfin bref, c'est pas facile tous les jours la vie d'observateur de la Starbase et espérons qu'il se remette vite de ses émotions afin qu'il puisse continuer de nous concocter ces vidéos dont il a le secret. Surtout que le boulot ce n'est pas ce qui manque, particulièrement en cette période de fin d'été, et d'autant plus encore quelques jours seulement avant le 5e vol qu'on a tous hâte de voir en raison du développement de la fusée Starship, bien évidemment, mais aussi pour les nombreux défis que devront relever le B12 et le S30. En effet, le premier et le deuxième étage devront faire leurs preuves, le booster devra réussir sa manœuvre de retournement, effectuer une rentrée atmosphérique, et si tout est nominal, revenir vers le pas de tir pour tenter une chose qui n'a jamais été faite auparavant, le rattrapage par les bras de la tour. Pour le vaisseau, il s'agira d'effectuer une rentrée atmosphérique exemplaire sans aucune avarie, ce qui sera l'occasion de tester le tout nouveau bouclier thermique dont il est désormais doté, un crash test là aussi très attendu. Rendons-nous à présent sur le site de lancement pour notre tour d'inspection, toujours instructif ma foi de survoler désormais l'endroit avec les équipes de What About It ou de Mauricio pour la chaîne RGV Aerial Photography, surtout quand le beau temps est de la partie. Ce n'est plus une, mais désormais 2 tours qui agrémentent le paysage de la lagune, même si pour l'instant une seule sur les 2 est véritablement opérationnelle. Mekazila, qui de son petit nom a pour rappel fini d'être construite en 2021 et a déjà à son actif 4 tentatives de vol du Starship, ainsi qu'un nombre considérable de tirs statiques effectués par les prototypes du premier étage de la fusée. Pour rappel également, c'est une construction record en ce qui concerne cette seconde tour, puisqu'il n'aura fallu que 41 jours à l'entreprise, forte de sa première expérience, pour édifier un deuxième monstre d'acier qui se nomme... Tiens d'ailleurs, au fait, comment se nomme-t-elle cette deuxième tour? Attendez, je regarde un petit peu, mais j'ai beau chercher, apparemment Elon Musk ne l'aurait toujours pas affublé d'un petit nom. Eh ben vous savez quoi les terriens, on va lui faciliter la tâche en effectuant tout de suite un petit brainstorming commun. Je compte sur vous pour noter vos suggestions de noms en commentaire et je m'engage à retenir le petit surnom le plus cool d'entre tous. Bon, un surnom ce serait pas mal certes, mais plus sérieusement on se demande à présent quand est-ce que la tour sera opérationnelle, et là c'est déjà moins évident puisque le 5e vol approche à grands pas et qu'il va falloir dégager le site de lancement de tout encombrement superflu. Ceci dit, il reste encore pas mal de travaux de raccordement entre chaque segment, que ce soit au niveau de la plomberie, des moyens d'accès tels que l'ascenseur principal, mais aussi et surtout la V2 raccourcie des chopsticks, qui à l'heure où j'écris cette vidéo n'a toujours pas été installée sur cette nouvelle tour, pas plus que le QD-Arm, le bras ravitailleur du 2e étage. Du coup, là aussi, je fais appel à vos lumières. À votre avis, les bras de cette seconde tour ainsi que son QD-Arm seront-ils installés cette semaine, voire ce week-end, juste avant le 5e vol, ou après? Comme d'hab, les pronostics sont ouverts en commentaire. Bon, personnellement, je parierais plutôt sur une installation des chopsticks et du QD-Arm après le 5e vol, qui pour rappel est toujours programmé pour le 31 août, même si on y croit moyen. En attendant que cette deuxième tour soit enfin opérationnelle, et comme le dit si bien notre Sherlock Holmes de la Starbase Zach Golden, que nous retrouvons avec plaisir puisqu'il est de retour sur place, je cite « La quantité de travail nécessaire à la préparation des bras de la tour pour le 5e vol est insensée, c'est sans arrêt ».
En effet, deuxième tour opérationnel ou pas question de se louper pour cette manœuvre qui fait risquer gros à l'entreprise tout de même, car dans le cas d'un raté, c'est bien l'intégrité du premier pas de tir qui pourrait se voir impactée dangereusement. Comme quoi il n'y a pas que nous que ça inquiète, au vu des efforts de l'entreprise pour renforcer les chopsticks. Dans ce sens, de nombreux tests ont été effectués en amont avec l'article test B14.1 qui est désormais allé se reposer sur le Rocket Garden, mais sur lequel on revient dans quelques instants puisque les bras de la tour ne semblent pas en avoir fini avec lui. Dans cette optique également, les travaux de renforcement ont encore été menés ce week-end et en début de semaine sur l'ossature des deux chopsticks afin de s'assurer que les soudures ne lâcheront pas. Fait intéressant et qui va dans le sens de ce que nous disions samedi soir, les amortisseurs que nous avons aperçus très récemment et qui avaient été installés avant d'être retirés peu de temps après, vont de nouveau réapparaître et en grande quantité sur chaque bras de la tour. En effet, des ouvriers se sont appliqués à marquer leur futur emplacement, et comme nous l'évoquions lors du tour d'inspection du week-end, ils vont les disposer sur toute la longueur de chacun des chopsticks. Allez, rendons-nous maintenant sur le site de Sanchez, toujours en apparence plongé dans un océan de tranquillité, mais qui pourtant est dans une activité constante. Alors même si la réorganisation du lieu passe un peu plus inaperçue que pour les autres sites, elle n'en est pas moins réelle. Et oui, ne serait-ce que pour construire, fabriquer et stocker tout le matériel destiné au hangar, il faut un minimum de travail à la chaîne, de régularité et un minimum d'ordre. Une tâche ardue car ce matériel semble régulièrement mis à jour, à l'instar de ces stands d'installation moteur ou ces supports noirs destinés au transport des prototypes qui sont entreposés le long du mur d'enceinte, avec ici en l'occurrence et en cours de construction, le stand qui servira à travailler sous le dôme de poussée des boosters, ou encore entreposer un peu plus loin, une plateforme qui fait office de passerelle d'accès entre deux stands dédiés à l'installation des moteurs. C'est très utile quand vous voulez passer de l'un à l'autre sans devoir redescendre des escaliers pour les remonter tout de suite après. C'est forcément un gain de temps non négligeable pour les ouvriers du second méga B, où pour rappel sont désormais assemblés les deuxièmes étages du Starship. Notez qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo et à la vitesse à laquelle tout cela est conçu, fabriqué et livré sur le site de production, ces deux structures auront probablement laissé la place à d'autres. Nous avions parlé la semaine dernière, il me semble, d'un nettoyage de printemps qui avait été initié sur l'aire de stockage du site, une zone un peu fourre-tout. Nous pensions alors que SpaceX allait faire de la place, éventuellement dans l'optique d'y construire un nouveau bâtiment, ou pour y construire un local électrique de plus, mais il n'en est rien. Le bazar est toujours là, sauf que cette fois-ci, les équipes ont tout disposé en plusieurs rangées. C'est donc officiellement un bazar organisé à présent. Bon, on vous tiendra informé de l'évolution de cette zone, qui à terme servira sans doute à autre chose que du débarras, hein. Rappelez-vous, c'était il y a un peu moins d'un mois de cela, de mémoire, l'un des vérins dédiés au bras de gauche de la tour orbitale du pad A avait été retiré pour être remplacé par un autre. Eh bien figurez-vous que depuis tout ce temps, il n'a absolument pas été mis à la déchetterie, puisque nous le retrouvons ici sur ces images de Mauricio. Alors est-ce que la pièce en elle-même est toujours fonctionnelle? Bon, il semblerait que oui, et d'ailleurs elle aurait bien besoin de réparation pour une remise à neuf complète. C'est assez représentatif en tout cas au rôle qui a été assigné à ce site de Sanchez depuis le début, à savoir servir de lieu polyvalent de stockage et de transit, en bref d'arrière-cour pour les autres sites de la Starbase. Revenons sur le B14.1, l'article test qui est utilisé pour l'entraînement des chopsticks en vue de l'opération de rattrapage du booster dont nous parlions tout à l'heure, et qui a été depuis rapatrié sur le site de Sanchez, car il va peut-être passer à l'action à nouveau. Fait intéressant, il a récemment été pris en charge par une grue, sans doute afin d'être transporté à nouveau sur le pas de tir A, afin de poursuivre les essais. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà en train de se prendre des baffes par les bras de la... Enfin pardon, je voulais dire servir de cobaye pour les chopsticks. Et oui, notre pauvre article test a tout de même subi des dommages, avec un enfoncement léger, mais un enfoncement tout de même, un résultat qui ne peut assurément pas satisfaire les équipes en charge de ces tests, le but étant bien évidemment d'être en mesure très rapidement d'attraper le premier étage du Starship sans lui faire la moindre éraflure, ce qui vous en conviendrez n'est pas simple à réaliser, surtout quand l'engin fait 70 mètres de haut, 9 de large, pèse 250 tonnes et doit être le plus stable possible dans un vol quasi stationnaire, avec une vitesse nulle donc, si l'on ne veut pas assister à un cataclysme. Du grand spectacle en perspective, moi je vous le dis. Avant de faire un point sur les prototypes, revenons un petit peu sur la star du moment, le S-30, qui est toujours sur le Rocket Garden, et qui, vous l'avez sans doute aperçu rapidement en info de dernière minute si vous avez participé au tour d'inspection de samedi soir dernier, est désormais non seulement tatoué de son numéro de série, mais affiche également sur sa coiffe, au niveau de son aileron, un petit Mechazilla. Et oui, il s'agit bien de marquer le coup pour cette prochaine tentative de rattrapage avec le Starship.
Allez, faisons à présent le point sur les prototypes, puisqu'à l'aube de ce 5e vol, la construction et l'assemblage de la V2 du Starship est en marche, et elle risque de nous occuper encore un bon bout de temps. Que ce soit pour les 2e ou 1er étages, vaisseaux ou boosters, nous allons vraiment assister à l'élaboration d'une fusée qui intégrera à tout point de vue les éléments optimisés de la V1, avec de nombreuses mises à jour et améliorations. Et le S-33 représente vraiment l'avant-garde de cette V2. Notez que quelques jours avant, la partie arrière de ce prototype émergeait de la Star Factory pour aller directement se loger dans le ventre du second Mégabé afin de procéder à la phase ultime de l'assemblage. Le S-33 n'est donc plus éparpillé en plusieurs parties, mais désormais se tient d'une seule et même pièce au sein du hangar, une opération qui s'est déroulée samedi dernier. Comme le fait remarquer à juste titre Zach Golden, ces opérations d'empilement dans ce gigantesque hangar pourraient tout à fait être menées à l'abri des regards indiscrets, mais il n'en est rien. Au final, il semblerait que l'entreprise dispose de l'espace nécessaire pour ces sessions d'assemblage, même avec l'arrivée de nouveaux stands d'installation moteur. SpaceX laisse donc volontairement ses portes ouvertes pour que la foule d'observateurs de la Starbase puisse participer à sa communication, une stratégie qui jusqu'à présent a toujours été fructueuse pour l'entreprise. On a une photo ici intéressante de l'Apadre qui nous permet d'observer de plus près la jonction de la coiffe et les parties inférieures du vaisseau, en l'occurrence la partie cargo de ce dernier. Elle est désormais équipée de barres de renforcement qui pour le coup sont beaucoup plus épaisses et plus larges que sur la V1, moins nombreuses également mais disposées à équidistance les unes des autres. Les récents tests sur le TT-16 dans la cage de la V2 du Can Crusher n'y sont peut-être pas pour rien. Quoi qu'il en soit, voici notre S-33 avec un look de bad boy, de badass. Un deuxième étage qui dans sa seconde version affiche à présent une belle balafre à faire pâlir de jalousie les plus guerriers d'entre vous. Bon je sais pas si vous êtes guerrier, c'est juste une façon de parler. Que ce soit avec ses ailerons effilés ou avec cette nouvelle balafre, la V2 affiche plein de nouveaux changements, une foule de petits détails sur lesquels nous reviendrons très prochainement. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout particulièrement cette pièce, ce dispositif que certains ont remarqué et qui vient semer un peu le doute. Situé quasiment à la jonction du réservoir à oxygène et de la section arrière du vaisseau, cet équipement ne semble ni aérodynamique ni conçu véritablement pour durer. Qu'en pensez-vous les terriens? Pronostic ouvert en commentaire. Pour ma part et pour ce que j'ai lu ici ou là, il semblerait que ce soit un dispositif conçu pour le travail des ouvriers à l'intérieur du vaisseau, une unité d'air conditionné à l'ancienne. Et oui, n'oublions pas que les équipes travaillent à l'intérieur du prototype et que tant que cette fusée est en cours de développement, et même s'il s'agit de la V2, celle-ci est loin d'être la version définitive qui transportera à son bord des équipages. Passons sur le site de production, où ici le bazar se voit moins que sur le site de Sanchez, en raison du monstre que représente la pouponnière à prototype, la Star Factory, qui sera chargée bientôt de produire en masse les 2 étages de la fusée. Mais derrière ce gigantesque bâtiment, des aires de stockage à l'air libre existent bel et bien, à l'image de cet aileron qui, selon Mauricio, appartiendrait à une première ébauche d'aileron destinée à la V2 du vaisseau. Bien que de la même forme que ceux de la V1, cette pièce serait néanmoins plus légère et moins épaisse. En tout cas, ce n'est pas ce design qui semble avoir été retenu comme nous l'avons vu récemment avec le S-33, qui est désormais dans le second Mégabé, flanqué d'une V2 avec des ailerons plus effilés. Le 7 août dernier, on apprenait que toutes les formalités administratives avaient bien été remplies par SpaceX et l'ancien propriétaire du pré-carré de pelouse situé juste à côté de la Star Factory, des papiers signés en présence d'un juge pour le rachat de ce bout de terrain. Voilà donc l'entreprise propriétaire de ce dernier, ce qui va lui permettre d'agrandir la pouponnière à prototype. Une nouvelle acquisition qui lui aurait tout de même coûté, selon certaines rumeurs, pas moins de 15 millions de dollars. L'ancien propriétaire a donc pu capitaliser sur la valeur que l'entreprise donnait à son terrain. En effet, dès le tout début des travaux, cette parcelle se trouvait au beau milieu du chantier et empêchait toute jonction entre la Star Factory et les nouveaux bureaux de SpaceX à Boca Chica, qui au passage seront désormais le siège social de l'entreprise. Le raccordement pourra donc bien avoir lieu, d'ailleurs l'ossature de l'extension ainsi que des fondations avaient déjà été anticipées bien avant la décision de justice en préparant le terrain dans ce sens. Sur le site de Massey où nous nous rendons à présent, tout semble calme, mais ne vous y trompez pas non plus, alors que tous les regards se portent naturellement sur le site de lancement, avec entre autres le chantier du second pas de tir, les équipes ont ici du pain sur la planche. Le dernier tir statique en date du S-30 a peut-être endommagé certains réseaux, à moins qu'il s'agisse d'une mise à jour de la plomberie cryogénique du site. Bon, toujours est-il qu'une conduite dédiée à l'oxygène a été remplacée, ainsi que sa bouche d'évacuation. Aux abords du site, on remarque que si un terrassement a bien été effectué, aucun béton n'a encore été coulé, ce qui, selon Mauricio, pourrait laisser suggérer que l'infrastructure du stand en elle-même pourrait être encore complétée par la suite. D'autant que la finition de la rampe laisse à désirer, puisqu'elle n'a semble-t-il pas été bétonnée. Un paramètre que semblent prendre en compte les équipes sur place, cette partie ayant visiblement souffert de la dernière tempête en date.
On l'a répété maintes fois ici, lors de nos tours d'inspection, si aujourd'hui le lieu pour développer le programme Starship a été choisi depuis longtemps par SpaceX, sans pouvoir désormais faire marche arrière, ce choix néanmoins continue d'impacter durablement les divers chantiers disséminés entre le site de Massey et le site de lancement, que ce soit en raison des terrains lagunaires ou de la trop grande proximité du Rio Grande, l'eau règne ici en maître, et il est forcément ardu d'y construire des infrastructures fiables et résilientes. Voilà les terriens, j'espère que ce tour d'inspection vous aura permis de faire le point juste avant ce 5e vol tant attendu. J'en profite pour glisser un message aux nouveaux arrivants, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos que je poste ici, et bien sûr s'il vous plaît pensez à mettre ce fameux pouce en l'air de YouTube, afin que l'algorithme continue de recommander notre contenu à un maximum de monde. Bon je sais, c'est toujours la petite répétition en fin d'émission, mais c'est toujours hyper important pour développer la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se retrouve ce vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale, à très bientôt les terriens.